Salut, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur Canal 3 ce lundi 5 octobre 2020. Merci d'être des nôtres et merci de démarrer votre journée avec vous. Vous êtes les bienvenus sur Actu Matin. Bonjour à vous, Wahab Alikpara. Bonjour Christian et bonjour à tous. Dans un instant, les unes des journaux. Mais avant, au sommaire ce matin, santé publique, nous évoquerons la nouvelle politique vaccinale introduite au Bénin. Il s'agit bien de ce changement intervenu dans le carnet de vaccination des nouveau-nés. Le vaccin contre l'hépatite B leur sera désormais administré et ce dès la naissance en pratiquement 24 heures. Une décision du ministère de la Santé pour prévenir la transmission du virus de l'hépatite de la mère à l'enfant. Nous verrons les contours de cette opération et les recommandations du protocole sanitaire y relatif. Et donc, Dr Olga Gbowi-Winato est la directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Elle est notre invitée du jour. Sur Actu Matin, le forum avec Wahab Alikpara et Herman Anyamboussou. En débat, plusieurs sujets. Nous parlerons exclusivement politique avec l'actualité autour du financement public des partis. La question de qui peut bénéficier de ces fonds, on le sait pour l'heure. Et au regard de la loi, ce sont les partis qui disposent d'élus à l'Assemblée ou dans les communes. Qu'en est-il des autres formations politiques en règle? Y a-t-il un mécanisme d'accompagnement pour leur permettre de jouir de ces fonds publics? Des voix s'élèvent à l'image de la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, sur ce plateau. Nos analyses sont à suivre. Une phrase forte, celle de Maître Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, sur sa candidature. Il déclare que le président va se prononcer sous peu, alors que Patrice Talon lui-même dit qu'il sait s'il va ou non être candidat. L'annonce sera pour quand et à quelle occasion? À pratiquement 7-6 mois de la présidentielle, eh bien, en ce moment où les organes en charge de l'élection, je veux nommer le COSLEPI ou encore la Commission électorale nationale autonome s'active en plateau. Retour sur l'actu politique de ces derniers jours. Merci de votre fidélité à nos programmes. Installez-vous confortablement. Dans un instant, les unes des journaux. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Retour de week-end avec des sujets hautement politiques. Ce matin, on va en parler, à commencer d'ailleurs par les gros titres de la presse nationale. C'est la une des journaux avec vous, Wahab Alikpara. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. La une des journaux, c'est Fraternité qui ouvre le bal et accorde la parole donc à Claudine Prudencio, présidente du parti UDBN. Claudine Prudencio se prononce sur l'animation de la vie politique. L'UDBN fait la promotion du leadership féminin, mais n'est pas un parti féministe. Pour Prudencio, le président Patrice Talon peut toujours compter sur son parti. Interview avec Michel Abdel-Louab. L'emprunt obligataire a pour mission d'éviter le recours au Fonds monétaire international et ses conditionnalités pétries d'austérité. Et puis 30 heures de cours aux aspirants. Les centrales et confédérations syndicales donnent de la voix. Utilisation abusive du mot architecte. Les excuses publiques de l'UNATIB à l'ONUB. Voilà. À la une maintenant de Le Meilleur, entretien exclusif avec Claudine Prudencio, présidente du parti UDBN. J'ai soutenu le chef de l'État pour son accession au pouvoir et je continue de le faire. C'est ma conviction et je suis libre. Geste de solidarité aux populations. Le maire Rufino d'Almeida de Boycon soulage 2399 enfants parrainés par plan international Bénin. Et puis Le Meilleur qui nous apprend que
le président Louis Blavonu de l'Assemblée nationale est la voix des sans-voix auprès du président Patrice Talon. Le Parlement qui est donc en tournée dans les départements, sinon dans les communes de Malanville et de Karimama, suite donc aux inondations. Bénin intelligent, actualisation du fichier électoral, encore 16 jours pour une liste fiable. Gilbert Bagana, citation, « Je nous invite à un sursaut patriotique ». Et pour élection en 2021, l'ICR porte Patrice Talon. Soleil levant, innovation de la rupture dans le programme élargi de vaccination, l'hépatite B hors d'état de nuire pour les nouveaux-nés. Puis saisine de 557 kg de cocaïne en partance pour le port d'Anvers, le port autonome de Cotonou, théâtre du trafic de stupéfiants. L'autre quotidien, actualisation du fichier électoral, la liste électorale déjà disponible dans les arrondissements. La Nation, Alain Orunla, à propos de la candidature du chef de l'État, le président va se prononcer sous peu. Nous apprend donc La Nation, propos de maître Alain Orunla, relayé donc par le quotidien de service public. Émergence Info, parrainage pour l'élection présidentielle de 2021. Le gouvernement ne peut influencer le parrainage, dit Alain Orunla. Présidentielle de 2021 toujours, la Commission électorale nationale autonome a échangé avec les organisations de la société civile. Quotidien Libération, évolution des travaux sur l'axe Kokokodji-Heavy-Wedo-Calavi-Pota, le mérite de Ebomaf reconnu et salué. Alain Orunla à propos de la candidature du président Patrice Talon en 2021. Nous ne sommes plus à l'heure de l'hésitation. On passe maintenant à la une de Nord-Sud quotidien pour pérenniser la rupture. Adampo lance l'Alliance Nord-Sud. Et puis port autonome de Cotonou, une grande quantité de cocaïne découverte. Le matinal à présent, le ministre Alain Orunla à propos du parrainage des élus à la présidentielle de 2021. Il n'appartient pas au gouvernement de mettre la pression. Animation de la vie politique au Bénin, le parti Foscori pour un Bénin émergent, officiellement reconnu comme parti de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur délivre le récépissé. Les 4 vérités pour reconduire la rupture en 2021 à Danko donne le top de l'Alliance Nord-Sud à Dassa. Et puis visite de travail de Jérôme Bertrand Hardy au cabinet du ministre de l'Énergie. Le nouveau directeur de l'AFD promet la poursuite des projets entamés au Bénin. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui a accordé la parole à Claudine Prudencio, présidente du parti UDBN. Claudine Prudencio qui dit que l'UDBN fait la promotion du leadership féminin mais n'est pas un parti féministe. Et donc pour Claudine Prudencio, Patrice Talon peut toujours compter sur son parti, sur l'UDBN donc. Voilà. Et elle continue en déclarant que l'UDBN jouera sa partition en tant que composante à part entière de la mouvance présidentielle. Son entretien est à lire en page 2 du quotidien Fraternité, parution du jour. Elle a été interviewée donc par Adrien Tchomakou. Et en sujet, tout à l'heure en plateau, le premier sujet que nous aborderons, c'est bien sûr le financement public des partis politiques. Qu'en est-il des autres formations en politique? Le débat se fait en ce moment au sein de la classe politique, notamment dans le milieu de ces formations politiques qui ne bénéficient pas, en tout cas pour le moment, de ce financement public. Et à cette question, la présidente de l'UDBN déclare: c'est la loi qui réglemente la mise en place et la gestion de ce financement public des partis. Mais si nous mettons dans la balance toutes les missions assignées aux partis politiques pour mériter d'être considérés comme des entités jouant pleinement leur rôle, il serait plus juste de ne pas s'en tenir seulement aux résultats des élections passées pour déterminer à 100% les formations politiques qui devraient bénéficier de ce financement. Il faut peut-être orienter les réflexions vers des mesures dérogatoires ou
carrément une relecture de cette loi. Ce sont là ces propositions. En tout cas, on reviendra sur le sujet tout à l'heure au forum de discussion avec Herman Anyamboussou et Wakab Alikpara qui nous présentaient à l'instant les unes des journaux. En fin d'édition, nous allons retrouver Asiongo Kanya Siongo dans la revue de presse. Bonjour à vous, Ingrid Day. Bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, rencontre des cadres de l'administration publique et privée hier à Cotonou. Au menu des échanges, la réélection du président Patrice Talon. Et puis les confédérations et centrales syndicales sont montées au créneau vendredi dernier pour manifester leur mécontentement par rapport à la récente décision du ministère de l'enseignement secondaire, celle de porter à 30 heures la masse horaire hebdomadaire de cours par enseignants aspirants. Voilà, on reviendra sur toutes ces images tout à l'heure dans le mini-journal. La transition. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. – 7h13. Merci de vous installer sur Actu Matin, le mini-journal à partir de maintenant. Présidentielle de 2021. Et là, nous ouvrons le bulletin avec la suscitation de candidature du chef de l'État. Les cadres de l'administration publique et privée sont pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Ils l'ont fait savoir. C'était hier lors d'une rencontre à Cotonou. Suivons. Pour le creuset initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, les résultats à l'actif du chef de l'État parlent d'eux-mêmes pour qu'il revienne en 2021. L'ICR notant un Bénin métamorphosé avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité, affiche sa détermination. Le creuset se fait le devoir d'aller vers le peuple pour lui expliquer un certain nombre de choses. Notre objectif, c'est de nous amener par vous, par nous, d'aller vers d'autres cadres, d'autres couches de la population de notre pays, partout sur le territoire national, et bien pour leur dire que la confiance est revenue, et puisqu'elle est revenue, nous devons la maintenir. Nous devons essayer de répondre à leurs préoccupations, notamment à la question de mandat unique. Nous devons les rassurer que les réformes envisagées et les réformes entreprises et qui font leur bonhomme de chemin, eh bien, ces réformes, c'est pour notre bien, c'est pour leur bien, c'est pour la postérité. Nous décidons ce jour, 4 octobre 2020, de nous mettre dans la bataille pour une réélection triomphale du président Talon en 2021. Nous nous engageons à braver les intempéries, les hostilités de toutes parts pour apporter la lumière de la vérité à nos parents dans les villes et les campagnes afin de contrer l'intoxication qui est l'arme de ceux qui sont contre le développement. Nous nous engageons à être des sentinelles pour empêcher que nos parents ne soient victimes de ces vendeurs d'illusions. Les membres du creuset estiment que le mandat 2016-2021 devra être un mandat de rupture, de transition, de relance économique et de réforme afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le pays. Ce qui tranche avec les mauvaises pratiques du passé, la gabegie, le népotisme, le clientélisme. Toutes choses qui font place aujourd'hui aux nombreuses réalisations sous la rupture. Fini les concours au cours desquels les enfants qui n'ont pas de parrain échouent quels que soient les efforts qu'ils ont fournis. Relance économique, les résultats sont là. Notre pays a connu un véritable boom. L'asphaltage qui a changé le visage de toutes les grandes villes de ce pays. Les marchés secondaires en reconstruction.
22 stades communaux en chantier pour le bonheur des sportifs. L'hôpital de référence. Aujourd'hui, les travaux sont lancés. Réforme sur tous les plans. L'initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon ne souhaite pas que la trajectoire soit arrêtée. Raison pour laquelle les membres n'entendent pas faire un saut dans l'inconnu, car la marche du Bénin vers un avenir radieux est irréversible. Voilà, à l'instant, le reportage signé Assiongbo Kanyi. Assiongbo est né il y a 2 semaines. Le Front d'Action pour la continuité travaillait à la mobilisation de ses militants, Ingrid. Samedi dernier, son coordonnateur national Saliman Karimou était dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour installer les coordinations départementales qui ont pour mission de conduire les actions de FAC jusqu'au niveau des villages. On fait le point. Monsieur le coordonnateur départemental, voici votre lettre de mission. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance. Une coordination composée de 9 membres pour conduire les actions du Front d'Action pour la continuité FAC dans le département de l'Ouémé. Ils ont été investis ce samedi par le coordonnateur national du FAC, Saliman Karimou, avec comme mission d'investir le terrain pour obtenir l'adhésion massive des Béninois en vue de la continuité du régime de la rupture. Pour l'élection présidentielle à venir, la continuité doit s'observer. La continuité doit devenir une réalité. Mais une continuité dans la manière et avec la manière. Et nous avons donné d'indicateurs précis. Vous savez, pour ceux qui ont fait la gestion axée sur les résultats, les indicateurs comptent pour beaucoup. Vous serez apprécié en fonction de vos indicateurs. Et si vous dites, nous voulons sensibiliser, mobiliser et faire sortir les gens, ne serait-ce que pour mars 2021, à hauteur de 70% au moins, c'est un indicateur qui parle. Et vous serez apprécié à partir de là. Et le coordonnateur national nous a laissé une lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, nous pouvons noter qu'il y a lieu d'installer les structures déconcentrées, à savoir la coordination communale, la coordination au niveau des arrondissements et au niveau des quartiers et villages. Là, vous avez constaté que nous avons prêté serment, que nous allons travailler avec détermination, nous serons fidèles et on va travailler avec loyauté pour pouvoir atteindre l'objectif. Après Porto Novo, c'est la commune de Pobé qui a reçu Saliman Karimou pour le même exercice. Ici, ce sont 5 personnes qui ont été responsabilisées pour prêcher l'évangile selon le FAC dans le département du Plateau. Le FAC est un mouvement qui non seulement soutient l'action du gouvernement de la rupture, mais aussi suscite la réélection de son chef. Les nombreuses réformes opérées dans plusieurs secteurs ont permis à notre pays de gagner en crédibilité et en visibilité. Toutes choses qui ont changé en un temps record l'image de nos villes et campagnes. Il est de notre devoir de nous mettre en ordre de bataille pour l'échéance de 2021. Nul ne sera de trop dans ce combat de salut national. Aujourd'hui, nous prenons acte et nous installons officiellement la coordination départementale du Plateau. Dans la lettre de mission, nous vous avons mis dans un délai donné. C'est estimé qu'au plus tard, le 31 octobre 2020, toutes les coordinations jusqu'au village là, doivent être déjà installées. Donc je remets la lettre de mission au coordonnateur départemental, M. Michel Saboran. Lui, il n'attend que votre appui. Il n'attend que votre soutien. Il ne faut pas le lui marchander. Soyez avec lui à tout moment pour que la mission puisse être réussie. De 8 mouvements au départ, le Front d'Action pour la continuité compte aujourd'hui 11 mouvements avec 3 nouvelles adhésions enregistrées ce samedi. Beaucoup d'autres mouvements sont en attente et l'objectif du Front d'Action pour la continuité est de réussir d'ici peu le maillage du territoire national pour qu'à l'élection présidentielle de 2021, la victoire du régime de la rupture s'obtienne avec un très fort taux de participation des populations.
La récente décision du ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle de porter à 30 heures la masse horaire hebdomadaire de cours par enseignant aspirant n'est pas du goût des confédérations et centrales syndicales. Les secrétaires généraux sont montés au créneau pour dénoncer la décision. C'était vendredi dernier au cours d'un point de presse. Il y a environ 2 semaines, les ministres en charge du secteur éducatif se sont vantés d'avoir réussi à résorber le déficit quantitatif en personnel enseignant en recourant à cette main-d'œuvre bon marché et peu contraignante. Bien que qualitativement la réforme en la matière pourrait prendre un sérieux coup, les organisations syndicales, à leur corps défendant, ont choisi de repousser le débat sur le dégel du recrutement effectif pour plus tard, afin de plaider pour une amélioration des conditions de travail des aspirants, à savoir la revue à la hausse du montant des allocations, l'extension de la durée du contrat à 12 mois au lieu de 9 mois actuellement, la poursuite de la gestion des intéressés par l'ANPE et non par les agences de placement, comme cela se précisait de plus en plus, l'extension de la jouissance pour les intéressés des éléments de motivation liés aux préparatifs de la rentrée scolaire. En réponse à ce plaidoyer, le ministre Kako Maouillon rompt une fois encore la convivialité de nos échanges et impose une pénibilité au statut déjà précaire d'aspirant, remettant ainsi en cause l'option de la gestion conjoncturelle du chômage qui a été faite par le gouvernement. L'argumentaire laborieux servi par le ministre en commission pour faire prospérer sa sinistre entreprise était si piteux et lamentable que l'ambiance était effectivement devenue électrique. Les efforts conjugués de la solidarité gouvernementale n'ont pas réussi à faire baisser le mercure. Il est vraiment curieux que le ministre décide, contre toute logique, de passer à une provocation grandeur nature en venant humilier devant l'opinion publique nationale et internationale l'intelligence du peuple béninois. C'était comme si le gouvernement de la rupture faisait de l'aumône à la jeunesse à travers ce statut d'aspirant. Il est temps et urgent que le chef du gouvernement arrête la pollution des esprits et sonne la fin de l'impertinence pour crédibiliser la rupture. Le peuple béninois et sa jeunesse méritent un meilleur traitement. Techniquement, l'argumentaire du ministre est lacunaire et suicidaire dans le fond et dans la forme pour la qualité de l'offre éducative. Dans le fond, le ministre opte pour la quantité au détriment de la qualité, faisant porter aux enseignants en devenir, donc moins aptes, environ 95% du travail. Éducation toujours, le CEG3 de Commet a abrité week-end dernier une cérémonie de remise de prix de l'excellence en milieu scolaire organisée par des leaders politiques. L'activité a permis de gratifier les meilleurs élèves de la 6e en terminale du département du Mono. Chauffeur Messa nous fait le point. Commet met ses meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée sous les feux des projecteurs et les primes. Sous la houlette de 4 de ses fils leaders politiques, Olivier Sougan, Eric Guidi, Espédi Ouessou et Charles Gagnon, cette commune du département du Mono a procédé, durant cette cérémonie, à la distribution de récompenses à ses écoliers et élèves qui se sont brillamment illustrés sur la scène de l'éducation nationale l'année scolaire dernière. En réalité, depuis plusieurs années, il est aisé de constater que beaucoup d'apprenants brillent dans notre milieu, mais n'ont jamais eu la chance d'être célébrés dans un cadre comme celui-ci. Or, autour de nous, de pareils événements sont presque une habitude à chaque rentrée scolaire. Mais grâce au leadership éclairé de nos autorités, notre commune, par cette cérémonie solennelle de distinction, met désormais fin à cette tradition. Les récompenses offertes aux meilleurs apprenants de Commet sont composées de paquets de cahiers, de stylos, de crayons, de gommes, de vrais dessinateurs, de sacs et d'enveloppes financières. Les 14 meilleurs élèves des classes de la 6e jusqu'en terminale ont été primés. Les 3 premiers au CEP, BEPC et au bac dans la commune ont été aussi récompensés. Je me réjouis des performances
capitalisés par nos laborieux enfants aux divers examens et ceux des classes intermédiaires durant l'année. Mesdames et messieurs, cette cérémonie a pour but d'assister les familles afin que nos enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions d'une part. D'autre part, il s'agit pour nous de récompenser leur effort, je dirais même de célébrer leur intelligence scolaire en les primant à l'idée de stimuler le goût du travail bien fait auprès d'autres élèves de la commune. Les premiers de la commune au CEP, BEPC et au BAC 2020 ont eu en plus des autres cadeaux, respectivement un VTT, une tablette et un ordinateur portatif. Charles Gagnon et ses compagnons ont aussi, durant la cérémonie, honoré les meilleurs directeurs d'école et de collège. Au total 20, ils ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière. Pour nous, c'est maintenant que le plus dur commence. Autrement dit, vous nous avez lancé un défi et nous sommes prêts à le relever avec brio, car le meilleur cadeau que vous pouvez espérer de nous en contrepartie, c'est d'avoir davantage de brillants résultats à la fin de cette année et des années à venir. Chers élèves, ce que vous pouvez apporter au grand frère, l'honorable Charles Gagnon, c'est le résultat. On ne vous demande pas grand-chose. Le résultat est le bon résultat. C'est le bon résultat qui nous a ramenés ici ce matin. Cette première édition du prix de l'excellence en milieu scolaire à Commet est venue soulager plusieurs parents d'élèves en matière de fourniture scolaire. Les manifestations, agrémentées de quelques prestations artistiques, se sont déroulées dans la cour du CEG 3 Commet. Le complexe scolaire Saint-Mathieu récompense aussi ses meilleurs élèves admis aux différents examens. C'était samedi dernier à Bomé-Calavi. Plusieurs lots ont été remis à l'occasion. On fait le point. Le groupe scolaire Saint-Mathieu dans la commune d'Abomey-Calavi célèbre ici l'excellence. 2 motos et un vélo VTT sont gracieusement offerts aux élèves les plus méritants à l'issue de l'examen du baccalauréat édition 2020. Une manière pour les responsables de l'établissement d'encourager le travail bien fait dans le rang des apprenants. C'est une promesse faite aux enfants. Et déjà, si la promesse est faite et ce n'est pas réalisé, ce n'est pas bon. Surtout que nous sommes dans l'éducation où on doit donner de bons exemples. Je leur ai dit que désormais, une mention très bien à Saint-Mathieu égale une moto. Et les mentions bien, assez bien, autres là, c'est des lots intermédiaires. C'est ce que mes directeurs et moi venons de réaliser tout à l'heure. Les bons résultats obtenus à la fin des différents examens de juillet 2020 sont encourageants et le fondé du complexe n'entend pas lésiner sur les moyens pour reconnaître les mérites de ses élèves, d'où l'organisation de cette fête. Au total, 11 mentions très bien et 14 mentions assez bien sont obtenues et sont le fruit des efforts fournis durant l'année scolaire 2019-2020, toutes séries confondues. La cerise sur le gâteau, c'est cette écolière qui est brillamment admise au certificat d'études primaires CEP 2020 avec une moyenne qui lui ouvre les portes du Prytanée militaire. Les lauréats ont fait et donné cet honneur à Saint-Mathieu, un grand établissement que nous connaissons dans le giron scolaire d'Abomey-Calavi. Ce que j'ai l'habitude de dire à nos apprenants, c'est quoi? Quand on vient dans nos établissements, on est toujours conscient, on est content, on est sérieux, et quand on respecte ces lois, on réussit toujours. Je demande aux enfants qui sont encore dans les classes intermédiaires et en terminale de redoubler d'efforts. Il n'y a jamais évolution sans l'ensemble élèves, maîtres et parents.
Je leur dis sincèrement merci en leur tirant un véritable chapeau de valeur, parce qu'ils arrivent à comprendre quand même. Au cours de la cérémonie, des enseignants se sont également vus distingués pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. La célébration de l'excellence ici au complexe scolaire Saint-Mathieu est soutenue par l'organisation non gouvernementale Bédégbé pour la paix et le développement. Et avant le démarrage de l'événement, les différentes manifestations prévues pour la journée ont été placées sous la protection divine. L'ONG Rifonga Bénin a organisé une formation au profit des jeunes filles apprenties du département du Plateau. La formation vise à les outiller sur les stratégies de défense en cas de violence faite sur leur personne. Les précisions avec Teddy Goudalo et Assongbon Kanya Assongbon. 18 filles âgées de 12 à 25 ans prennent part à cette formation sur les violences faites aux femmes initiées par Rifonga Bénin dans le département du Plateau. La séance vise à renforcer les capacités de ces jeunes filles apprenties des communes d'Ifanyi, d'Adjawere et de Kétou en vue de prévenir les éventuels désagréments liés aux violences faites sur leur personne. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans 9 communes dont Ifanyi. Vous conviendrez avec moi que les violences faites aux femmes et aux filles constitue un fléau qui entrave l'évolution des femmes et des filles et dont les conséquences sont désastreuses. Les violences faites aux femmes et aux filles sont parfois cause de décès. Financée par le Fonds africain pour le développement de la femme, la rencontre est d'un intérêt capital. Elle a permis aux bénéficiaires d'être entretenus sur les dispositions de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. L'initiative est la bienvenue selon les autorités à divers niveaux du département. Je voudrais inviter les jeunes filles et jeunes dames bénéficiaires de la présente formation à surtout cultiver la dénonciation des cas de violence basés sur le genre faites aux filles et aux femmes pour assurer donc une dynamique de leur éradication. Le Conseil communal d'Ifanyi et moi-même, nous nous engageons à œuvrer pour une application effective des dispositions de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, les VFF, en République du Bénin, afin de susciter la dénonciation par les victimes et leur entourage. C'est ici que prend donc fin la mise en œuvre du projet Agir pour la réduction des violences faites aux femmes dans 9 communes dans 3 départements du Bénin. Rappelons qu'avant l'étape du Plateau, 18 filles apprenties de chacune des communes des départements du Borgou et du Zou ont elles aussi été formées. On passe à présent à la première réunion du comité consultatif des clubs Lions de la zone 22 du district 403 à 4. La rencontre leur a permis de faire le bilan des activités menées au premier trimestre du mandat 2020-2021. Ouliat Sanoussi, Teddy Goudalo. C'est une rencontre des 7 clubs Lions de la zone 22 du district 403 à 4 du Lions Club International. Un rendez-vous du comité consultatif du gouverneur du district qui permet aux différents regroupements de faire le point des actions menées, d'identifier les goulots d'étranglement et de faire également des suggestions pour l'atteinte des résultats attendus. Cette réunion nous permettra de faire le point de nos activités club par club afin d'évaluer nos efforts par rapport aux objectifs fixés dans les domaines suivants. La gestion et l'administration de nos clubs, la formation des lions, la gestion de l'effectif des lions au sein des clubs, le service lion rendu aux communautés, la campagne 100 pour soutenir notre fondation, la LCIF, la jeunesse et bien entendu la communication autour de nos différentes activités. La réunion est trimestrielle et a connu la participation des 2 Léo Clubs de la zone 22. Occasion pour les participants d'être entretenus sur une thématique
liées au parcours du service. Une communication jugée essentielle pour les présidents de clubs dans leur gestion. Le Lions International a fêté ses 100 ans en 2017 et donc de cette date, nous avons eu une nouvelle feuille de route pour toutes les activités que nous allons mener jusqu'en 2117 où nous fêterons le second siècle du Lions International. Donc le parcours de service est une feuille de route qui nous a été mise à disposition, que nous devons nous approprier pour pouvoir faire des activités beaucoup plus impactantes, beaucoup plus visibles pour le bien-être de nos communautés. Nous allons prendre à bras le corps, faire entrer dans nos programmes d'action toutes ces observations qui nous sont faites là aujourd'hui, puisque nous avons encore 3 d'autres CCGD à faire. Donc, il nous reste encore 3 trimestres pour s'améliorer davantage. Et là, quand nous allons se présenter encore pour le 2e CCGD, les amis vont constater que réellement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on les a pris en compte et que les œuvres vont bien se dérouler. Pour chacun des responsables de club, la rencontre est instructive. Elle leur permettra d'adopter une nouvelle stratégie de gestion pour le rayonnement de leurs clubs respectifs. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous. Merci à vous Ingrid, très bonne journée du lundi à vous et excellente semaine de travail. Demain, on vous retrouvera autour de 7h15 en plateau pour d'autres informations en images. Mais bien avant, d'autres rendez-vous de l'information sur Canal 3. C'est tout à l'heure quand il sonnera 13h pour la grande édition de la mi-journée à 19h. Vous aurez votre émission avec Herman Parfait à Nyambossou qui sera en plateau, lui, et donc ses invités sur 90 minutes au Bénin à 19h30. Le journal pour l'heure Actu Matin se poursuit. Un grand rendez-vous à prendre ce matin, le rendez-vous de l'invité du forum. On va parler santé chez les enfants avec la vaccination, un vaccin contre l'hépatite B dès la naissance. Ceci est désormais introduit dans le protocole sanitaire du Bénin. Dr Olga Agboui-Winato est la directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Elle est notre invitée ce matin. Prenez le rendez-vous, c'est juste après le forum. J'installe les débatteurs. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus,
chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Dans quelques petites minutes, 7h45, ici même à Canal 3 Bénin. Bonjour Herman Anyamboussou. Bonjour Christian. Merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Wahab Ali Para qui nous a d'ailleurs présenté la une des journaux ce matin. Wahab, merci d'être là. Alors, beaucoup de sujets à aborder ce matin. On parlera essentiellement politique. D'abord le financement des partis politiques. Ensuite la Sénat au sujet du parrainage qui, après les partis politiques, s'est entretenu avec les organisations de la société civile. On parlera également de l'actualisation du fichier électoral, la liste désormais affichée dans les arrondissements sur l'ensemble du territoire national. Et puis enfin, un quatrième sujet à aborder, c'est la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. On reviendra sur les propos samedi dernier de son ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui déclare que le président annoncera sa candidature au moment opportun. Avant d'en arriver là, parlons du financement public des partis. Seulement 3 partis politiques, UP, Bloc républicain, Force Corée pour un Bénin émergent, qui bénéficient désormais du financement public. On se réfère à la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin et son décret d'application. Les règles pour l'heure prennent en compte donc ces 3 partis politiques, Wahab Ali Para, Herman Anyamboussou. Ce sont ces partis précités qui verront leur compte bancaire pourvu. Ils se partageront la somme de 1,5 milliard de francs CFA, de quoi donner du tournis aux autres partis qui n'ont ni élus à l'Assemblée nationale, ni élus dans les communes. Herman. Oui, je dis simplement que c'est malheureux, mais force doit rester à la loi. La loi qui prévoit que le financement est au prorata du nombre de députés élus et du nombre de conseils communaux élus également. Alors même que la loi qui porte charte des partis politiques, même en son article 38, dit que les partis politiques régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente loi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État. L'aide financière de l'État, est-ce qu'on va arrêter? Est-ce qu'on va, se dire que les 1,5 milliard qui sont attribués à ces partis politiques constituent l'aide financière que l'État compte apporter, ou est-ce qu'il y a une autre aide que l'État veut bien accorder à ces partis politiques dès lors que ce sont des forces politiques qui contribuent, qui concourent à l'animation de la vie politique et qui sont en règle? Je pense que on gagnerait à voir dans quelle mesure on les aide pour que l'animation de la vie politique reconnue aux partis politiques puisse l'être faite dans de bonnes conditions. Alors vous venez de le dire, ces partis politiques sont en règle. On connaît en République du Bénin aujourd'hui le nombre de partis politiques en règle vis-à-vis de la loi, la charte des partis politiques, l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est une chose promise, le financement public des partis politiques. Désormais, ce financement est effectif. Est-ce que c'est de bon droit de voir aujourd'hui les partis politiques qui ne sont pas éligibles cette fois-ci se prononcer et faire un plaidoyer?
Oui, le plaidoyer, c'est de bon droit, parce qu'il s'agit de plaidoyer. Et ce qui est heureux, c'est de voir que même les partis qui souhaitent, les partis en règle, qui souhaitent donc que le financement puisse arriver à leur niveau, le font avec douceur. L'UDBN, par exemple, qui s'est prononcé sur la question, mais avant de revenir sur ce détail, c'est d'abord de reconnaître que les conditions étaient déjà clairement fixées par les tests. Je crois qu'on a parlé de 60%, donc pour la taille des élus communaux et donc 40% pour la taille donc des députés. Et les trois partis, n'est-ce pas, qui sont éligibles, qui ont de députés, qui ont de maires et autres, c'est FCBE qui a donc 6 maires actuellement, donc on fera le quota au niveau de ces 6 maires. On a l'Union progressiste et le Bloc républicain qui ont et députés et maires. Donc c'est comme ça que on ne va pas se limiter seulement aux maires. On parle de l'ensemble des conseils communaux. L'ensemble des conseillers communaux. Des élus communaux. Donc moi je pense que le schéma ici c'est un peu comme quand vous allez à l'examen. Oui, vous tous vous êtes en règle parce que vous avez pu déposer vos dossiers. On a prouvé que vous êtes candidat aux examens. Mais ce n'est pas parce que vous tous vous avez déposé vos dossiers, vous avez pris part donc à cet examen qu'au moment de la proclamation des résultats, on va dire bon, tous ceux qui ont participé aux élections ont droit, passent directement en classe supérieure ou méritent les bourses, secours et autres. Donc, il y a eu des conditions qui ont été tracées. Oui, il est de bon ton ou il est de bon droit que les partis politiques en règle, n'est-ce pas, puissent eux aussi solliciter un accompagnement. Parce qu'on a voulu que l'animation de la vie politique puisse être faite par les partis politiques régulièrement constitués. Et donc, quand on tient compte donc des actions des partis politiques, de leur travail sur le terrain, bien entendu dans le cadre de l'animation de la vie politique, on se rend compte qu'ils ont des moyens. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'élus communaux, vous n'avez pas de députés, qu'on va dire que vous n'êtes pas un parti, qu'on va dire que vous ne pouvez pas participer à l'animation de la vie politique. Et lorsque vous participez à l'animation de la vie politique, même sans les députés et maires, n'est-ce pas, vous avez besoin de moyens. Je pense que c'est pourquoi de bon droit les partis politiques régulièrement constitués souhaitent qu'on puisse trouver une nouvelle formule qui va au-delà de ce que les tests ont dit. La nouvelle formule, ce sera quoi, selon vous, Herman Aniamboussou, cette nouvelle formule? Je prends par exemple, je reviens puisque c'est l'actualité, cet entretien avec la présidente de l'UDBN, qui, elle, autre, pense qu'il faut peut-être orienter les réflexions vers des mesures dérogatoires ou carrément procéder à une rélecture de la loi. Relire la loi à cette étape du processus, je pense que ça risque un peu de bouleverser les choses. Une dérogation, j'opterais pour ça parce que quand vous prenez le code, la loi sur les partis politiques, on dit les subventions de l'État aux partis politiques représentent l'aide destinée au financement des activités des partis politiques. Et c'est-à-dire que c'est seulement les partis politiques que des députés, que des élus communaux qui font des activités sur le terrain. Non, pas du tout. Ces 3 ou 4 derniers mois, on a vu Moël Bénin se débattre sur le terrain, mener des activités politiques, tenir des congrès extraordinaires ou des sessions ordinaires. On a vu l'UDBN organiser des universités d'été, organiser une formation pour les femmes. On a vu d'autres formations politiques, mais il y a le parti père de PER, qui a organisé, lui aussi, ce parti a organisé aussi une activité récemment. Je pense que dès lors, à mon avis, que les partis politiques concourent à l'animation de la vie politique et donc se prononcent sur des questions d'ordre national, des questions d'intérêt national ou international, ces partis politiques devraient être considérés comme étant des maillons qui animent la vie politique et donc bénéficier de ce financement-là. Malheur à qui n'a pas le dernier mot, malheur à ces partis politiques-là qui n'ont pas pu avoir des députés au Parlement, lesquels auraient pu se décarcasser pour faire en sorte que les partis politiques puissent bénéficier, une fois qu'ils sont constitués régulièrement, puissent bénéficier de ce financement. Mais je pense qu'une dérogation serait la bienvenue parce que, je continue de le dire, ce ne sont pas seulement les partis politiques, que des élus communaux et des élus, des députés qui animent la vie politique aujourd'hui, encore que même sur ce terrain, on peut trouver beaucoup de choses à dire. Quand on demande par formation politique d'animer la vie politique, il faut forcément avoir les moyens. Et si l'État a décidé de mettre en place un fonds pour accompagner ces partis politiques, c'est qu'il faudra l'étendre à toutes les formations politiques.
politique. Malheureusement, les règles sont les règles. Warabali Para. Oui, Doura laisse, cède laisse, nous dira Eman Aniambossou, les règles sont les règles. Et bien entendu, si le partage des 1,5 milliard, n'est-ce pas, est fait, c'est en tenant compte, bien entendu, des tests. Ce n'est pas en tenant compte des beaux yeux d'un parti politique et autres. On est juste dans un schéma de plaidoyer. Sinon, au regard des tests, n'est-ce pas, c'est seulement les partis qui ont, qui ont des élus communaux et qui ont des députés qui ont droit à ce financement. Oui, justement, on parle de plaidoyer, mais est-ce que ce plaidoyer va porter, quand on observe un peu la configuration politique de l'Assemblée nationale aujourd'hui, deux partis représentés, le Bloc républicain, l'Union progressiste, ça fait à la prochaine législature, en 2023, peut-être. Oui, bon, mais il faut toujours espérer. Par exemple, quand l'UDBN parle de trouver un mécanisme pour une dérogation ou bien une révision de cette loi, le pan de la révision de la révision de la loi à l'étape actuelle est quelque peu critique, ça risque de poser problème. Donc ça fait, si on doit prendre ce schéma de révision de la loi, c'est un peu comme si c'est une solution à long terme qu'on est en train d'aviser, pas pour tout de suite en tout cas. Donc il faut peut-être patienter qu'on finisse l'étape de la présidentielle et autres, et dès que les esprits se seront calmés, on profitera dans la révision globale, parce qu'il y a bien de choses que les gens souhaitent qu'on révise. Le parrainage, par exemple, comme vous l'avez annoncé dans le second panel, on en parlera. Donc, le parrainage est un détail que les gens souhaitent qu'on révise. Et bien entendu, après avoir, pas épuisé, mais peut-être éprouvé le code électoral, on verra quelles sont les limites de certains articles qui, d'une manière ou d'une autre, se contredisent un peu. Un premier article annonce une idée et l'autre vient soit limiter ou bien il faut toujours faire appel à l'esprit interprétatif des députés à l'Assemblée nationale pour nous expliquer les choses. Oui, Herman Aniambossou. Oui, je pense que la question du financement, c'est une question qui préoccupe, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie que les partis politiques veulent bénéficier d'un tel financement. Un sujet qui a été tout le temps alimenté, agité par-ci, par-là, par les régimes précédents. Et je crois que c'est la première fois que ça arrive au Bénin. On devrait, à mon avis, veiller à ce que les partis politiques, tout au moins en règle, puissent bénéficier d'une infime ou d'une partie de ce financement-là. Ensuite, quand on se réfère un peu au dialogue politique qui a eu lieu, le dialogue politique, je pense que c'est là le plaidoyer de maître Cyril Dikoui, de l'UDBN, c'est de dire que le dialogue politique avait retenu qu'il y a une période transitoire qui permette aux forces politiques de bénéficier de ce financement-là et de pouvoir animer comme cela se dans la vie politique. Je pense que quand on met ces deux éléments côte à côte, il y a lieu de revoir un peu, pas une dérogation, de revoir ce qui est prévu là, parce qu'aller vers la lecture d'un code tout de suite, ça peut amener à revoir d'autres choses, des virgules dedans dans le texte de loi, ce qui va être forcément l'objet de critique. Donc je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là et puis voir comment on coupe un peu le noir dans le blanc, quoi. Voilà, on va évoluer. Il y a un professeur d'université qui m'envoie un message qui dit qu'il faut également penser au financement des chercheurs, parce qu'ils ont besoin de moyens pour... Naturellement, on a fait le débat avec Brice Sincère sur le plateau, qui a parlé du financement de recherche. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, parce que même les lois, il faut savoir que c'est une production intellectuelle. Il y a bien de députés qui, s'ils doivent être honnêtes, n'est-ce pas, font appel à des spécialistes, n'est-ce pas, avant de voter les lois. Donc, une chose est d'avoir l'idée de la loi, mais la composition, le contenu même de la loi, son interprétation, son esprit et autres, c'est avec l'accompagnement des chercheurs. Et par conséquent, ce n'est pas flou de demander à ce qu'un regard bienveillant soit désormais tourné vers les chercheurs pour davantage les encourager et refroidir leur mémoire dans ce sens. Merci. La Sénat qui continue d'échanger avec les composantes de la République après les partis politiques, c'était mardi 29 septembre dernier. Eh bien, le bureau de l'institution a partagé avec les organisations de la société civile sa lecture des dispositions des différentes lois, notamment la loi relative au parrainage et au financement public des partis que nous venons à l'instant même d'aborder. Ça travaille désormais beaucoup plus à la Commission électorale nationale autonome à quelques mois de la présidentielle. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Bien sûr, ceux-là qui s'impliquent dans
dans l'élection, n'est-ce pas, sont en train d'être informés. La Sénat au premier plan, qui a estimé que la question du parrainage est bien agitée dans le milieu politique et dans les petites assemblées, les clubs et autres, et sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a quelques mois déjà, sinon un mois en poussière, que les ONG, les organisations de la société civile, quelques membres de la plateforme, puisque ce n'est pas la plateforme dans son entièreté, quelques membres de la plateforme... C'est une plateforme qui a été créée, qui s'appelle Laissez-moi choisir, en 2021. Oui, Laissez-moi choisir 2021. Donc, leur souhait en son temps, n'est-ce pas, c'est qu'on supprime le parrainage du code électoral. Donc, une révision du code électoral, notamment l'article concernant donc, le code électoral. Le débat aujourd'hui est dépassé, puisque rien a priori ne nous met dans une logique de suppression du parrainage ni de la révision du code électoral à l'instant T. Donc la Sénat a voulu faire comprendre aux organisations de la société civile la formule qu'elle a retenue en ce qui concerne le parrainage. Et bien entendu, c'est formule du parrainage qui est individuel. Donc il fallait mettre toutes les entités, n'est-ce pas, au même point, au même niveau d'information, et je crois que c'est ce que la Sénat a fait. Je crois que les ONG, les organisations de la société civile doivent désormais réviser leur position liée à la suppression du parrainage, et se dire que bon, désormais on a affaire, oui, au parrainage qui aura droit de citer en 2021 lors des élections, mais il s'agira de peut-être d'avoir un œil sur comment les choses vont se passer, parce que la Sénat parle de garder l'anonymat des parrains et autres. Donc les organisations de la société civile désormais sont au courant, elles verront comment s'organiser pour que leurs activités citoyennes puissent se mener en tenant compte de cette formule que suggère la Sénat. Que devront-elles faire à partir de cet instant, Emmanuel Nyamboussou, les organisations de la société civile qui, on le rappelle, avaient souhaité qu'on lève ce verrou-là du code électoral. Cette fois-ci, leur plaidoyer ne semble pas porté. Non, je pense que la Sénat, en organisant cette séance de sensibilisation et d'explication, veut dire aux OSC changer de point de vue, changer de regard. Nous ne sommes pas dans le même viseur, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, parce que la Sénat dit, la loi est déjà votée, il nous revient de veiller à ce que la loi soit appliquée. Et la loi a été claire à son article 132, dit que l'un des éléments à remplir par le candidat à l'élection présidentielle au Bénin, c'est d'obtenir 10% du parrainage des élus, députés ou maires, le tout réuni. Donc la Sénat pour leur dire attention, votre plaidoyer qui consiste à dire n'allons pas vers le parrainage, c'est désormais folklore, c'est désormais désuet, oubliez ça et supposez que désormais il y a un parrainage, retenez plutôt que désormais il y a un parrainage qui sera effectif. Et donc dans quelles conditions le parrainage sera effectif? C'est que nous garantissons l'anonymat, nous ferons en sorte que oui, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, le candidat de ces deux bords puisse avoir le parrainage dès lors qu'il aurait négocié avec les parrains, lesquels lui auraient accordé leur parrainage. Donc je pense que désormais les OSC doivent changer de fusil d'épaule, aller sur le terrain, travailler, et plutôt travailler à ce que le parrainage soit beaucoup plus digeste désormais, faire en sorte que, travailler à ce que les parrains ne soient pas trop confinés dans les partis politiques. Parce qu'il est dit justement par rapport au parrainage que oui, même si les formulaires sont individuels, sont nominatifs, le parti politique peut dire ok, le jour du parrainage, vous venez tous vous asseoir dans ma salle de réunion et vous signez les actes nominatifs devant moi. Vous voyez? Et donc les OSC doivent travailler aujourd'hui à ce qu'il y ait une certaine liberté dans le choix. Je pense que c'est en faisant ça seulement que les OSC joueraient pleinement leur partition. Elles contribueront donc autrement au débat politique en cours, plutôt que de toujours tirer. De toujours tirer. Non, je pense que la société civile, elle joue son rôle, même si à un niveau de l'État, on les voit peut-être à des moments donnés, ça rejette le manteau d'acteurs politiques plutôt que d'acteurs de la société civile. Le parrainage, c'est un sujet fondamental à l'heure actuelle. Et je crois que entre autres interprétations de comment les choses vont se passer, en dépit même de l'anonymat que garantit la Sénat, même le candidat
n'est-ce pas, c'est à la Sénat, je crois, il saura qu'on lui a accordé le parrainage. Vous voyez, donc ça devient plus ou moins délicat. Oui, le candidat qui souhaite briguer la magistrature suprême va en négociation avec le potentiel parrain. Mais il n'obtient pas ça sur papier en main pour savoir que les échanges que j'ai clôturés avec tel parrain, n'est-ce pas, ou avec tel potentiel parrain sont fructueux. C'est à la Sénat qu'il saura que oui, on s'est entendu avec Herman Anian Bossou et effectivement, arrivé à la Sénat, Herman Anian Bossou a posé sa signature pour me parrainer. Donc, c'est ce sujet-là, ça pose une autre interprétation, une autre idée donc du parrainage individuel. Le second aspect, c'est que l'on craint que cela soit également une forme de marchandage parce que c'est individuellement que le travail sera fait. Par conséquent, les potentiels candidats iront échanger plus ou moins individuellement avec les concernés. Est-ce que ça, on ne risque pas d'être en face d'un parrain, par exemple, qui va subordonner son parrainage à la corruption, au geste du plus enfant. Au geste du plus enfant. Quand Christian vient et me propose peut-être 500 000 francs et que j'accepte et que Herman vient le lendemain, d'abord j'ai le droit de l'écouter. Je ne veux pas dire j'ai déjà conclu avec. J'ai d'abord le droit d'écouter Herman. Et donc si Herman a une mise beaucoup plus alléchante, les chances de Christian sont donc minces. Vous voyez. Donc il y a une ouverture pour que le parrainage soit souple, digeste et autres, mais il y a également une ouverture pour que la corruption ne soit pas pour autant. Très bien. Je pense que je vais apporter le bémol quand même à ce que Rakab vient de dire par rapport à la déclaration de candidature, article 41. Je pense que le candidat doit recueillir les parrainages sur les formulaires nominatifs visant à la disposition de la Sénat pour les candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire que le candidat qui va à une élection présidentielle, qui dépose les dossiers, il est censé savoir s'il a été parrainé ou pas. Auquel cas, il déposerait tous les dossiers, il aurait pris tout ce qu'il y a comme disposition, mais il va se retrouver en train de... Parce que l'article 41 a été clair là-dessus, c'est que la déclaration de candidature comporte les noms, prénoms et ainsi de suite, accompagnés d'eux. Vous voyez, accompagné d'eux. Et l'accompagné d'eux, l'un des tirets, c'est les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs. Donc déjà, le candidat sait s'il a réussi à obtenir les 10% ou pas. D'accord. Les 16 par dans le formulaire nominatif dont parle la Sénat, où est-ce qu'on dépose ça? Justement, donc par rapport à ça, une fois que le candidat a recueilli ses parrainages, il revient soit de garder sa bouche et de se dire j'ai eu des parrainages mais je n'en parle pas. Non, ça c'est la question et de remettre le formulaire à la Sénat, laquelle Sénat nous dit qu'elle garantit aussi l'anonymat. Mais si le candidat, parce que fier d'avoir obtenu déjà le tel parrainage, se met à ventiler tout, je pense que tout cela ce que nous savons, moi je trouve que c'est un peu flou à ce niveau. Il faut d'abord s'assurer, là c'est comment dire, les potentiels candidats doivent dans leur dossier déposer le formulaire nominatif donc du parrainage. Est-ce que quand on conclut que vous voulez me parrainer, vous me remettez en même temps ce formulaire que la Sénat vous a déposé? C'est ce que la loi dit, justement. La loi dit directement ou bien vous allez déposer ça au niveau de la Sénat et le potentiel candidat passe à la ça. Non, la loi dit elle doit être accompagnée d'une quittance de versement du trésor, un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3, un essai de date de naissance, un certificat de résistance, ainsi de suite. Il dit les parrainages recueillis sur des formulaires nominatifs. C'est ce que donc tout ce que vous déposez comme dossier, c'est dedans. Et donc vous, candidat, vous savez déjà que vous avez réussi à obtenir les 16 ou les 17 signatures. Et donc si vous décidez de garder votre bouche, vous taisez. Alors si c'est le cas, je vous inviterai alors à prendre date avec la Sénat qui aura échangé avec l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale et puis les maires également qui sont les futurs parrains des différents candidats sur le système de parrainage, son importance, son rôle et puis le processus et certainement recueillir également leurs avis pour apporter quelques petites corrections à ce qui sera fait. En tout cas, c'est un sujet que nous suivons de très près puisque chaque jour qui nous rapproche de cette date, de cette échéance, eh bien, nous aurons quand même à avoir d'autres informations beaucoup plus précises. Comme je vous l'avais annoncé, chers téléspectateurs, on va continuer de parler politique avec l'actualisation du fichier électoral, la liste désormais affichée dans les 546 arrondissements. Les populations sont attendues
attendues et apparemment, elles ne sortent pas encore pour aller voir si les renseignements fournis sont bien rédigés, bien publiés. Non, c'est une habitude de nos populations. C'est souvent à la dernière minute, au dernier délai, qu'on se bouscule pour partir. Un peu comme on dit vulgairement chez nous, le marché des pulls. Que quand le peuple vient au marché et il regarde, il n'y a personne, il dit bon, il n'y a personne et il se retire au point que c'est pratiquement dans la soirée que le marché vient s'animer parce que chacun vient et dit il n'y a personne, il n'y a personne. Bref, il faut aller le plus tôt possible et je pense que c'est ce qui est souhaité de manière à ce que les corrections introduites dans le fichier en vue de son apurement, en vue de son nettoyage, n'est-ce pas, puissent être une chose effective. Oui, l'équipe du COS-LEPI a déjà fait son travail et a affiché aux populations concernées de sortir et de s'assurer qu'il n'y a pas eu de nouvelles erreurs. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, n'avaient aucune gêne, n'avaient rien sollicité de modifier, n'avaient pas demandé de modification et autres. Est-ce que le travail du COS-LEPI, n'est-ce pas, n'a pas consisté peut-être à glisser des erreurs qui les déplacent à nouveau alors qu'ils n'ont rien demandé? Ceux qui, peut-être, dans les modifications, ont souhaité qu'on corrige tel lieu de vote et autres parce que leur lieu de résidence a changé et autres. Est-ce que ça a été bien fait? Donc je pense que c'est l'objectif poursuivi et que les populations doivent sortir massivement aller vérifier cela. Le travail du fichier électoral, n'est-ce pas, c'est pour que chacun ait son mot à dire pour l'élection qui suit le travail du COS-LEPI. Parce que dès que vous n'avez pas les moyens d'exprimer votre vote, les autres vont parler en votre place. Donc pour les citoyens qui estiment que c'est de leur droit de parler, d'acclamer un candidat ou peut-être de le sanctionner et autres, c'est le moment ou jamais de sortir et de s'assurer que oui, au moment opportun, ils ont eu le droit d'aller voir les corrections et les affiches l'affichage du COS-LEPI et que leur nom figure en bonne et due forme, qu'il n'y a aucun souci, qu'ils peuvent librement exprimer leur vote au moment opportun. Oui, la loi en disposant que les partis politiques régulièrement constitués puissent l'être avec au moins 15 membres fondateurs par commune, voudrait quand même que, pas une sorte de pyramide, que s'il y a des actions à mener, qu'on puisse continuer ces partis politiques-là. De sorte qu'aujourd'hui, avec l'affichage des listes électorales au niveau des arrondissements, en temps normal, je crois, il revient à la Sénat, au COS-LEPI, de s'associer des services de ces partis politiques-là, de leur dire, OK, travaillez à ce que vos représentants dans les arrondissements, vos représentants dans les communes, dans les quartiers de ville, puissent travailler plus concorné pour que les populations concernées par cet affichage-là puissent aller contrôler tout ce qu'il a lieu de faire. Est-ce que mon nom est bien écrit? Est-ce que mon poste de vote est retenu? Est-ce que quand j'ai quitté Womé et que désormais je suis à Topa de Domain, est-ce qu'on a tenu compte de tout ça là pour pouvoir désormais me mettre comme étant un électeur de la localité? Parce que justement, n'oubliez pas qu'au dernier législatif, nous avons eu un taux de participation très faible, 27%, 22%, 27%. Et donc aujourd'hui, il y a lieu pour le COS-LEPI de travailler à ce que les partis politiques qui sont en règle, à mon avis, puissent sensibiliser leurs militants afin que le travail se fasse pour qu'on assiste à une élection présidentielle, je crois, très ouverte, pour que chaque votant puisse aller exprimer librement son droit de vote. Ce n'est que comme ça que la démocratie béninoise va se trouver. Justement, on se plaint du fait que les populations ne sortent pas, ne vont pas dans les arrondissements où la liste est affichée pour prendre connaissance de ce qui est écrit, de ce qui est publié. Est-ce que ce n'est pas du fait que, bon, vous voyez, les arrondissements sont peut-être parfois bien distants de leur lieu de résidence. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager la chose autrement, afficher ces listes-là au niveau des centres de vote qu'on connaît déjà depuis? Herman. Je pense que la loi, en demandant que ces listes soient affichées dans les arrondissements, c'est pour quand même garantir une certaine sécurité à ces listes. Parce que si vous les affichez au niveau des centres de vote, c'est qu'il n'y a personne pour veiller à cela. En temps normal, celui qui vient, qui ne trouve pas son nom, ou il prend un bic, il vandalise l'affichage qui est là, ou il prend un stylo et puis fait ce qu'il a envie de faire. Je pense que la loi a été claire, c'est qu'il faut les afficher au niveau des arrondissements pour garantir une certaine sécurité de l'affichage. Je pense que ce qui est
a de faire, c'est de travailler à ce que la population puisse renouer avec le goût d'exprimer un devoir civique, quel est le devoir de vote. C'est le travail à ce que le Béninois se sente désormais concerné par la chose politique. Et ça encore, ça revient aux partis politiques qui sont là, pas seulement aux partis politiques qui ont des élus communaux et élus députés, mais à toutes les forces politiques qui sont en règle et qui travaillent à l'animation de la vie politique, parce que ce n'est que comme ça qu'on va, à mon avis, travailler à actualiser le fichier électoral. Oui. On va finir très rapidement avec le dernier sujet. Vous avez une réaction? Oui, non, ce que je voulais dire, je trouve que c'est un peu trop tôt de parler de la population ne sortent pas, puisque le travail du COS-LEPI, c'est ce week-end que pratiquement les régions du Nord, notamment dans la commune de Waké, dans la Donga là-bas, c'est ce week-end que beaucoup ont eu le fichier doit procéder donc à l'affichage. Ça veut dire que le travail n'a pas été fait au même moment partout. Donc je pense que c'est un peu trop tôt de dire que les populations ne sortent pas encore. Ça, c'est un premier aspect. Il va falloir multiplier la communication, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les équipes qui avaient travaillé dans les précédents COS, LEPI et autres continuent de se plaindre de ce que on ne les avait pas payé leur dû par le passé. Il y a des gongonneurs dans les arrondissements et les quartiers et autres qui estiment qu'on les avait associés, mais à la dernière minute, ils n'ont pas perçu les fonds. Donc, c'est plus ou moins un plaidoyer à ce niveau. Et par conséquent, quand vous retournez chez un gongonneur qui, pour 2 COS LEPI, a travaillé, mais le gongonneur n'avait pas été payé, ce n'est pas évident qu'il soit bien enthousiasmé pour vous accompagner dans la communication. Donc, je pense qu'il faut travailler sur ces différents paramètres et espérer vraiment que les populations qui souhaitent exprimer librement leur vote puissent sortir et s'assurer que tout est en bord des différents. Voilà, dans un instant, on va parler vaccination des enfants. Le vaccin contre l'hépatite B dès la naissance, c'est désormais introduit dans le protocole sanitaire du Bénin. On va y revenir avec Dr Olga Agboui-Winato, qui est la directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Mais avant, Patrice Talon sera-t-il ou non candidat en 2021 dans des cercles, dans des milieux? Il y a que le débat se poursuit à cette question. Lui-même a déclaré à Jeune Afrique qu'il sait ou non s'il sera candidat. Après lui, c'est son ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui, au détour d'une émission samedi, expose que, et je le cite, la candidature du président Patrice Talon est toujours probable et nous sortons des probabilités. Est-ce que vous avez compris ces propos? Je m'en arrête là. La candidature de Patrice Talon est probable et nous sortons de probabilité. C'est-à-dire que désormais nous allons vers des certitudes. Je pense que c'est ce que je retiens. Sortir des probabilités, c'est qu'on va vers des certitudes. On a réussi à convaincre l'homme de ce que. Et d'ailleurs, j'ai lu. Vous dites que nous sortons désormais des certitudes. Mais je me suis arrêté là. On va continuer avec ses propos. Il dit il a pris la décision de se présenter ou ne pas se présenter. Il souhaiterait être un ancien président modèle dans quelques mois ou dans quelques années. Dans quelques mois, avril n'est pas loin. Dans quelques années, c'est dans 5 ans. Oui, on est allé aussi. Parce que vous le voyez, on travaille d'abord à nous tendre les nerfs. Le ministre Ali Rounla, grand avocat, grand recteur, il travaille à nous tendre les nerfs. Il fait en sorte que, pour le moment, on puisse se demander si Patrice Talon sera candidat ou pas. Mais la même personne qui dit que Patrice Talon n'a pas le droit d'être égoïste, ça veut dire qu'il doit d'abord écouter son peuple. Il doit écouter tous ceux qui lui demandent d'être candidat. Et je veux rapidement citer ce jeune, comment dire, un Wantou, qui a quitté la Titengou avec son tricycle, qui dit qu'il est venu susciter la candidature de Patrice Talon à Cotonou, qui est d'ailleurs en chemin. Je pense que oui, tout ça l'a mis l'un dans l'autre. Bon, on travaille à nous tendre les nerfs et ça ne va pas tarder quand même. Votre lecture. Quelle lecture? De ce fait d'actualité. Quelle lecture? Oui. Il n'y a aucune lecture. Là. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, sa déclaration n'engage pas pour autant, n'est-ce pas, Patrice Talon, que quand c'est la déclaration de Patrice Talon, parce que ce n'est pas le porte-parole qui sera candidat. Vous comprenez? On prend en compte, c'est vrai, c'est le porte-parole du gouvernement, ce qu'il dit d'une manière ou d'une autre engage le gouvernement, il faut reconnaître cela, mais il s'agit ici d'une manière ou d'une autre de la personne de Patrice Talon, et c'est beaucoup plus agréable quand on entend la version de Patrice Talon. Ne pensez pas que, même si Alain Oula disait que Patrice Talon sera candidat,
Talon sera candidat, que c'est largement suffisant. On fera notre commentaire, mais il se peut qu'à la dernière minute, Patrice Talon lui-même vient dire je ne suis pas candidat. Mais c'est beaucoup plus intéressant quand on entend Patrice Talon qui est clair, qui dit je serai candidat, non, je ne serai pas candidat. C'est vrai, sa décision est prise, dit-il, n'est-ce pas? Il sait désormais s'il sera oui ou non candidat en 2021, parce qu'il avait posé des conditions qui doivent entre autres dépendre, de sa disponibilité et autres. Donc, sachez et croyez fermement, n'est-ce pas, que Patrice Talon ne sera pas égoïste. Il faut qu'il écoute son peuple, mais il va falloir également que le peuple écoute Patrice, que le peuple aussi puisse écouter Patrice Talon. Il ne s'agit pas seulement à Patrice Talon d'écouter son peuple. Le peuple va écouter Patrice Talon si en 2021 qui dit que c'est une manière de tendre les nerfs aux populations, aux Béninois, surtout ceux-là qui sont accros à la politique. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça, mot à mot, mais c'est peut-être une manière de garder le suspense. Je pense que la candidature de Patrice Talon, c'est vrai, tout le monde attend cela. Il y a eu beaucoup de suscitations de sa candidature pour 2021. Faisons preuve de patience. Faisons preuve de patience, qu'il vienne nous dire clairement il est candidat. On avisera. S'il n'est pas candidat, on avisera aussi. Donc, désormais, c'est au tour des populations d'aviser. De toute façon, je pense que quand Patrice Talon, il a tout le temps. Il a encore beaucoup de temps pour nous dire s'il est candidat ou pas. Mais je crois savoir que cette dernière déclaration de son ministre porte-parole du gouvernement montre un peu que l'homme, finalement, est en train de changer. Il est en train de changer de point de vue. Parce que il y a quelques mois encore, il n'y avait pas de ces propos du ministre porte-parole du gouvernement. On était beaucoup plus dans des hypothèses. Si était un homme de parole, un homme respecté de ce qu'il a dit, parole donnée et tout. Mais je pense que de plus en plus, ça se précise et il faut attendre peut-être les tout prochains jours pour que Patrice Talon dise qu'il est prêt et qu'il a écouté la parole de son peuple. Voilà, merci à vous, Erwan Anyamboussou. Vous restez en place dans un instant. Eh bien, l'invité du forum ce matin, ce lundi matin, on va parler santé. Merci à vous, Ahab Ali Para. Très bonne journée. Rendez-vous demain matin. La pause. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures. Contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Voilà, ce lundi matin, on parle santé et en plateau. Nous avons Dr Olga Gboui-Winato, directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaires. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Voilà. Alors, on va parler avec vous de la vaccination, notamment des soins de santé primaires. C'est quoi en réalité quand on parle de soins de santé primaires? Merci. Les soins de santé primaires sont des soins essentiels, qu'ils soient des soins curatifs, c'est-à-dire dans le cadre d'une prise en charge d'une maladie, des soins préventifs,
pour prévenir une maladie ou des soins promotionnels, c'est-à-dire sensibiliser sur des bons comportements. Et ces soins de santé primaire sont des soins qui ont été scientifiquement prouvés, efficaces, universellement accessibles par toutes les populations, avec leur propre participation, leur adhésion, à un moindre coût supportable par les populations, par le pays, et également impliquant l'autoresponsabilité des familles et des communautés. Et ces soins de santé primaire constituent le premier niveau de recours des individus, des familles, des communautés avec le système national sanitaire du pays. Alors, dans l'ensemble, au Bénin par exemple, quelles sont les composantes de ces soins-là que vous administrez aux populations? Et les principales composantes de ces soins de santé primaire sont fondées sur l'offre d'un paquet complet de soins, comme je l'avais dit tantôt, curatifs, promotionnels et préventifs, à des familles, des populations et des communautés. Et ces soins sont intégrés et doivent suivre tout le cycle de vie, depuis la naissance, passant par l'enfant, l'âge l'adolescent, l'âge adulte, et refaire le cycle. Donc voilà, ça c'est une des composantes. Une autre composante, c'est que ces soins de santé primaire sont essentiellement axés sur les déterminants de la santé, et y compris les déterminants sociaux, les déterminants économiques, les déterminants environnementaux, prenant en compte les caractéristiques des individus, leur comportement, pour que ces soins soient axés vraiment sur les besoins des familles, des populations, des communautés, et que ces communautés puissent à la base nous aider à porter ces soins. Alors, il y a une troisième composante qui est de fournir des informations nécessaires aux familles, aux populations, pour qu'ils puissent mieux comprendre et en fait devenir pour nous des défenseurs. Porter ces soins de santé primaire au niveau des communautés et qu'ils puissent les mettre en œuvre eux-mêmes dans la communauté afin qu'ils puissent s'auto-administrer ces soins eux-mêmes et en administrer à d'autres personnes. Alors, quand on parle de soins de santé primaire, est-ce que ça fait appel à ce qu'on appelle vaccination, rougeole, rubéole, variole, varicelle et tout, ou c'est beaucoup d'autres, ou c'est plus que cela? C'est plus que cela. La vaccination est une des composantes, une des services, une des interventions plutôt, dirais-je, des soins de santé primaire. Au-delà de la vaccination, nous avons l'hygiène et l'assainissement à la base. Nous avons les soins qui sont portés aux femmes enceintes, les consultations prénatales, la prise en charge des maladies de l'enfant. Nous avons la nutrition de l'enfant. Nous avons en fait un paquet. Nous avons même la gestion des épidémies de choléra et autres. Donc c'est un paquet d'interventions, comme je l'avais dit, qui regroupe les soins de santé primaire. Alors, nous allons revenir maintenant à l'actualité du moment. C'est l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le carnet de vaccination, bien dans le protocole sanitaire pour les enfants en République du Bénin. Pourquoi maintenant? Merci. Je dirais que le vaccin contre l'hépatite B est déjà dans le programme élargi de vaccination. Il a été introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin en 2002. Et ce vaccin, il a été introduit en association avec d'autres antigènes et il est appelé en association avec ces autres antigènes sous le nom du vaccin pentavalent. Et ce pentavalent, il est déjà administré à la 6e semaine de vie, à la 10e semaine de vie et à la 14e semaine de vie. Aujourd'hui, nous savons, et nous avons toujours su, que
l'hépatite B se transmet de la mère au nouveau-né. Nous savons aujourd'hui que cette transmission est de l'ordre de 90% de la mère à l'enfant. Nous savons également qu'il existe très peu de traitements puisque l'hépatite B peut donner des complications avec des maladies chroniques sur le foie jusqu'au niveau du cancer du foie et qu'il existe aujourd'hui très peu de traitements pour les enfants. Alors, une décision en santé publique, puisqu'il faut voir, est-ce qu'il faut dépister toutes les femmes enceintes pour connaître leur statut par rapport à l'hépatite B? Ça devient plus cher que de vacciner tous nos enfants en se disant qu'ils sont tous à risque d'être contaminés par leur maman qui serait peut-être porteuse de l'hépatite B. Donc, c'est ce qui nous amène maintenant à introduire à la naissance une dose de l'hépatite B. C'est ça. Alors, pourquoi spécifiquement l'hépatite B quand on sait que, quand on parle d'hépatite, nous avons plusieurs formes. Il y a A, C, D. Pourquoi spécifiquement l'hépatite B? L'hépatite A est une hépatite qui a une forme pas souvent très grave, mais nous savons, comme je viens de le dire tantôt, que l'hépatite B peut donner des complications très graves sur le foie et même le cancer du foie et qui a très peu de médicaments pour traiter les enfants, même les adultes. Donc, nous avons jugé opportun d'introduire cette dose supplémentaire à la naissance. Et il faut dire qu'en 2009, il a été recommandé par l'OMS que tous les pays puissent introduire ce vaccin à la naissance. Et le Bénin s'est engagé, à l'instar de plusieurs autres pays, et dans le souci de parvenir à l'éradication des hépatites B, à introduire ce vaccin-là. Et c'est un signal fort, puisque il faut retenir que dans l'Afrique de l'Ouest francophone, le Bénin est le 3e pays à introduire ce vaccin à la naissance. Alors, justement, la maman donne vie, c'est l'enfant qui est vacciné. Est-ce que la maman n'est pas laissée pour compte si entre-temps elle a aussi l'hépatite B? Oui et non, mais comme on dit, en santé publique, il faut des priorités. Et souvent, les enfants développent beaucoup plus de formes silencieuses, asymptomatiques. Et les mamans aussi ne sont pas totalement laissées pour compte. Des tests d'hépatite sont quand même donnés, sont faits, prescrits, et toutes les mamans n'ont pas les moyens. Et c'est en ça que dans les composantes tout à l'heure de l'hépatite, des soins de santé primaire, la réduction des inégalités sociales, les aspects de couverture universelle sont également des composantes que nous sommes en train de prendre en charge. Et ça dit que la mère enceinte, chez qui on détecte l'hépatite B, très tôt, quand elle est traitée, l'enfant est indemne? Pas du tout, le risque est toujours là. Le risque est toujours là parce qu'il faut qu'on aille vers la guérison et tant que le risque est là, nous, on ne peut pas dire que l'enfant est indemne. Donc je dis, la dame elle est déjà guérie. Elle est guérie. Est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui pour guérir la femme enceinte de l'hépatite B? Il y a des médicaments pour guérir. Mais maintenant, une fois que la maman est guérie, guérir, c'est une interrogation parce qu'il faut un délai pour un traitement et aller vers la guérison. Et également, des médicaments aussi sont contre-indiqués pendant que la femme est enceinte. Alors, la procédure chez l'enfant, par exemple, quelles sont les règles? Vous avez dit que c'est à la naissance déjà qu'on procède à la vaccination du nouveau-né. Comment cela se déroule-t-il? Ce vaccin se fait à la naissance, idéalement en salle d'accouchement. Sinon, dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, il faut impérativement vacciner l'enfant pendant ces 24 heures-là pour s'assurer de l'efficacité du vaccin. C'est le seul vaccin? Oui, c'est la seule dose qu'on doit lui donner. C'est une seule dose qu'on lui donne à la naissance, mais ça n'exclut pas de continuer à donner l'hépatite qui est déjà dans le pentavalent
que j'ai dit, à la 6e semaine, à la 10e semaine et à la 14e semaine. Et ça dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme centres médicaux, avec les lieux de naissance au Bénin, sont pourvus en ce type de vaccin-là. Oui, aujourd'hui, toutes les maternités du pays, que ce soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, sont pourvues en cet antigène-là. Et également, les prestataires des maternités ont été formés pour pouvoir administrer à la naissance ce vaccin au bébé avant que le lancement ne soit réalisé. Alors, sur cette réponse, quelle garantie avez-vous que ce que vous avez donné comme consigne est respecté sur le terrain, dans les maternités, je veux dire? Oui. Quel retour avez-vous de cette politique-là? Cette politique a commencé le 2 octobre, après le lancement. Et je pense que nous avons des superviseurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et les jours à venir, c'est vraiment de renforcer cette supervision de proximité, de nous assurer que ce vaccin est réellement donné dans les maternités. Justement, ils sont déjà prépositionnés dans les maternités. Vous avez parlé de maternité, là, on a tout de suite nos regards tournés vers les centres de santé publics, alors que nous avons beaucoup de centres de santé privés qui font également de l'accouchement. Est-ce qu'à ce niveau, le vaccin est mis à disposition? Oui, pour vous rassurer, aujourd'hui, le programme élargi de vaccination n'est pas que dans le secteur public, il est à la fois dans le public et dans le privé. Donc, également, les maternités du secteur privé ont été dotées. Est-ce que cette politique ne concerne que les nouveau-nés ou alors d'autres enfants aussi en bénéficient? La dose à la naissance ne concerne que les nouveau-nés. Maintenant, le vaccin contre l'hépatite que j'avais dit tantôt, combiné à d'autres antigènes, le pentavalent, concerne tous les enfants de moins d'1 an. C'est à cette occasion qu'on voit des agents de santé de vaccination qui passent de maison en maison pour administrer. C'est bien ça ou c'est autre chose? Renseignez-nous. Comment ça se passe alors pour les enfants qui ne sont pas nouveau-nés? Ça se passe comment sur le terrain? Ce vaccin est disponible dans les formations sanitaires et la maman va vers ces formations sanitaires pour vacciner son enfant. Si la maman ne s'y présente pas, nous avons des interventions qu'on appelle la stratégie avancée et il revient à l'agent de santé d'aller rechercher l'enfant, de se rapprocher des communautés pour vacciner ses enfants. Voilà, avant de vous laisser partir, Dr Olga Agboui, oui, la vaccination des enfants à la naissance, vous savez que c'est un gros problème chez nous au Bénin. Toutes les dames et toutes les familles ne font pas vacciner leurs enfants. Aujourd'hui, quel est le tableau que vous pouvez nous présenter en matière de vaccination? Est-ce que vous avez senti quelque part une certaine prise de conscience des familles? Merci, tout à fait. Il y a une prise de conscience des familles. Dire que les mamans ne veulent pas faire vacciner ou n'amènent pas leurs enfants à la vaccination, c'est pas tout à fait vrai. De nos constats, les mamans vaccinent les enfants et conformément au calendrier, puisqu'il y a un calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination, et les mamans vaccinent les enfants. Les quelques hésitations sont prises en compte par les relais communautaires à travers des sensibilisations, à travers des messages pour susciter la demande, à travers des messages pour les orienter vers les formations sanitaires. Et j'ai dit tantôt qu'il y a aussi l'exercice de stratégie avancée qui fait que l'agent de santé se rapproche davantage des communautés pour aller rattraper ces enfants qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. D'accord, on vous aura compris. Merci beaucoup, Dr Olga Agboui-Winator. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de ce vaccin contre l'hépatite B qui est désormais introduit dans le plan de vaccination des enfants dès la naissance. Très bonne journée du lundi à vous et bonne journée. Merci à vous, Herman Anyamboussou. Bonne journée. La pause, je vous reviens juste après. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Poursuivre avec le dernier rendez-vous de cette matinale. Il s'agit bien sûr de la revue de presse à Sionbon. À lui pour nous, la presse nationale, voici ce qu'il nous relate. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. En une de l'actualité ce matin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de la présidente Claudine Prudencio, prise dans un entretien avec deux journaux. Fraternité le meilleur. Le premier annonce les échanges pour écrire que la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Prudencio, s'est exprimée à travers cet entretien sur la question du financement public des formations politiques qui agite l'actualité depuis l'éclairage de la Commission électorale nationale autonome. Elle réaffirme également son soutien aux actions du président Patrice Talon. Nous jouons notre partition en tant que composante à part entière de la mouvance présidentielle, confie-t-elle. Le meilleur la cite qui déclare « J'ai soutenu le chef de l'État pour son accession et je continue de le faire. C'est ma conviction et je suis libre. Personne ne peut me pousser ailleurs et le président Talon sait qu'il peut toujours compter sur l'UDBN. Je peux donc vous dire que je suis loin de ces calculs que vous tentez de faire transparaître dans votre question. » Dans le même entretien, Fraternité dégage cette phrase, citation, « L'UDBN fait la promotion du leadership féminin, mais n'est pas un parti féministe. » Fin de citation. Pour la présidentielle de 2021, le journal L'Actualité croit savoir que Aïvo fait battre le cœur des Béninois. Le journal de se demander si Frédéric Joël Aïvo est la révélation de 2021. De son côté, le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla, sur une émission dont il était l'invité, affirmait et rapporté par le matinal sur la question du parrainage, citation, « Il n'appartient pas au gouvernement de mettre la pression en vue d'influencer l'orientation des élus et au sujet de la candidature du chef de l'État. » La Nation le rapporte qui dit « La candidature du président Patrice Talon est toujours probable et nous sortons des probabilités. Il a pris la décision de se présenter ou ne pas se présenter. Il souhaiterait être un ancien président modèle dans quelques mois ou dans quelques années. Dans quelques mois, avril n'est pas loin. Dans quelques années, c'est dans 5 ans. Le président de la République, qui est le seul maître de sa décision, l'annoncera au moment opportun. L'événement précis estime pour sa part que Alain Orunla est convaincu de la candidature de Patrice Talon, du fait qu'il est dit le président ne devrait pas se soustraire aux appels. En attendant, informe le quotidien Le Matinal, la Force Cori pour un Bénin émergent est désormais un parti de l'opposition au regard de la loi portant statut de l'opposition.
La formation politique, après avoir fait enregistrer sa déclaration officielle et publique d'appartenance à l'opposition au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a obtenu le récépissé le vendredi 2 octobre 2020. Le journal explique que l'annonce a été faite par le secrétaire exécutif national Paul Humpé sur sa page Facebook. Et puis revenant ce jour sur la question de parrainage, la Nation renseigne que la Commission électorale nationale autonome a échangé avec les acteurs de la société civile le vendredi 2 octobre à son siège à Cotonou. La rencontre fait suite à une précédente initiale l'intention des partis politiques. Elle a permis à l'institution en charge de l'organisation des élections de partager avec la société civile sa lecture des dispositions légales relatives au parrainage et au financement public des partis politiques. Et puis l'actualisation du fichier électoral dont Bénin Intelligent nous informe qu'il reste encore 16 jours pour une liste fiable. Le journal rapporte le président du COSLEPI, Gilbert Bagana, qui invite à un sursaut patriotique. Sur la question des 30 heures de cours aux enseignants aspirants, les confédérations et centrales syndicales ont donné de la voix et Fraternité écrit que le gouvernement doit renoncer à la mesure visant l'attribution de 30 heures de cours aux aspirants. Ainsi, ont tranché 6 centrales et confédérations syndicales à la faveur d'une conférence de presse vendredi dernier à la Bourse du Travail de Cotonou. La COSI Bénin, la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSPIB et la CESUB ne sont pas passés par 1000 chemins pour exprimer leur désarroi face à une décision qui vise le recul de l'offre éducationnelle. Mais ailleurs, un coup de pouce pour encourager les apprenants à ce sujet. Le meilleur apporte que le maire de la commune de Boycon, maître Rufino d'Almeida, a procédé samedi à la remise officielle d'un important lot de kits scolaires aux enfants parrainés par Plan International Bénin. Depuis plusieurs années, Plan International Bénin a pris l'habitude d'offrir des kits scolaires aux enfants démunis auxquels s'ajoute un t-shirt à l'effigie de l'organisation et portant au dos la mention « J'aime aller à l'école ». Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse, merci d'avoir suivi Actu Matin. Ce fut un plaisir de vous avoir eu ce matin. Rendez-vous demain à partir de 7h. D'ici là, passez une excellente journée du lundi, une excellente semaine de travail. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.